Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-François Audrin. Bonjour. Voilà, donc Jean-François est maire de Saint-Georges-d'Orques. Voilà, né en 64, marié, père de 4 enfants, d'origine niçoise. Il est vétérinaire à l'origine d'un centre hospitalier à Montpellier, Oui. dans 2 endroits, je crois. 3 et 3 bientôt. Bientôt 4. Voilà, et bientôt 4, il est en train de monter une clinique pour chats à Port-Marianne. C'est ça, en face de RBC. Voilà. Il y a de la place pour faire une cuisine pour chat. Pas une cuisine, une clinique. C'est pas une clinique, c'est une clinique. Oui, le chat est un animal qui est en train de prendre le dessus sur le chien. On a 18 millions de chats en France. La clientèle de chats est assez spécifique parce qu'en fait, les chats n'aiment pas trop les autres animaux, ni les humains. Et donc, ils aiment bien se sentir dans un univers qui est le leur. Et il était assez intéressant pour les habitants de cette ville, notamment parce que c'est une zone avec beaucoup d'appartements et donc beaucoup de chats. Et avoir un endroit spécifique pour eux, ça me paraissait intéressant. Donc, j'ai des structures qui sont généralistes, comme celle de Montpellier ou celle de Castelnau. Et celle-ci, vraiment, que pour les chats. Dédié aux chats. Dédié aux chats, 100%. Donc j'ai entendu dire que c'est quand même votre actualité parce que vous allez ouvrir mi-octobre. Le 15 octobre. Voilà. 15 octobre. Donc il va y avoir une inauguration, il y aura des chats. Pas le 15, il y aura des chats bien sûr, et pas le 15 un peu plus tard. Mais parce que c'est un événement, on n'a pas de clinique spéciale chat en Occitanie. Donc c'est assez avant-gardiste. Il y en a une 8 ou 9 en France, simplement de cliniques 100% chat. Aux États-Unis beaucoup, mais en France très peu. Vous savez que le chat est l'animal fétiche des réseaux sociaux. Ben voilà, c'est tombé. Hein, on va se régaler. Mais justement, et d'autant plus que la communication au travers de cette clinique se passera essentiellement via Instagram et Facebook. C'est prévu déjà ? Oui. La clientèle qui est attachée à ce type d'animal est une clientèle qui en général entre 20 et 45 ans et qui est très connectée et qui aime des choses qualitatives. Voilà. Et c'est pour répondre à ce besoin que je monte ces structures. C'est la première en France ? Non, il y en a 8 en France. D'accord. 8 en France. On a la chance à Montpellier, notamment la structure hospitalière qu'on a aussi, à côté de Pierreville, elle aussi, un hôpital, il y en a 8 en France aussi. Et donc ça, c'est peu fréquent. Alors c'est une structure un peu spéciale, puisqu'il y a que des spécialistes, scanners, IRM. Ça, c'est du curatif, et puis je fais du préventif ailleurs sur cette structure. Bon, on va laisser tomber un peu les chats, on va parler de politique. Donc, vous êtes maire de Saint-Georges-d'Orques, c'est votre 2e mandat. Ouais. Vous êtes aussi conseiller régional d'Occitanie, sous l'étiquette Les Républicains. Et vous avez démissionné de la vice-présidence de la métropole en juin dernier. Oui. Vous avez été aussi nommé pour les investitures dans l'Hérault. Alors oui. Aux Républicains, voilà. Oui, pour être en charge des investitures sur les communes de moins de 30 000 habitants, ce qui veut dire que je ne m'occupe pas de Montpellier, même si la vie des locaux comptera, mais ni de Montpellier ni Béziers, puisque ce sont des grosses communes. Sinon, question personnalité, donc vous êtes plutôt organisé, parce qu'il faut gérer tout ça, la politique, les chats, les animaux et tout. La famille. Et la famille, voilà. Ouais. Donc vous êtes organisé, vous essayez de résoudre des problèmes. Vous êtes coureur, footing, oui. Ski, raid de 4x4. Oui, c'est vrai. Voilà, vous avez même dormi sous la tente par moins 20 degrés. Dans des raids de 4x4, oui. Dans des raids de 4x4. Et puis, donc, vous jouez à la belote tous les dimanches soirs avec vos amis. À la Contrée. Voilà, à la Coinche, on va dire. À la Coinche, à la Contrée. La Coinche, pour les Lyonnais, on appelle ça la Coinche à Lyon. Et oui, c'est pas systématiquement tous les dimanches, mais on est 4 à se retrouver et à jouer très très fréquemment à la Contrée. Voilà, donc voilà pour le portrait de Jean-François Audrin. Donc on va commencer par le numéro 806 de La Glorieuse, avec à la une la gare de la Maugère et toutes les polémiques politiques. Voilà, on revient sur les déclarations des uns et des autres depuis à peu près 4-5 ans, voire plus même, pour vous montrer que c'est vraiment très compliqué. Un article qui répond parfaitement à 2 questions. Qui prend les décisions, c'est très compliqué, et à quoi servent les élus? Plutôt drôle. Donc à l'intérieur, on revient aussi sur un dossier sur lequel on a fait une petite enquête. L'Occitanie, c'est la nouvelle poubelle de la Corse, voilà.
les Corses nous envoient leurs déchets à Perpignan et dans la région de Montpellier. Ça fait plaisir. Et on revient sur un média local, Econews, qui est un peu dans la tourmente. Voilà, donc, ensuite, on revient aussi sur un aspect qui a pas mal été commenté dans les médias sur l'hospitalisation de Renault. Un petit article sur La rue tourne. Hein, voilà, vous avez compris le jeu de mots? Non. Et sur la neige en décembre, voilà, une grande réunion va être organisée pour essayer de pallier au problème qui a eu lieu l'année dernière, au mois de février, sur Montpellier, bloqué par la neige. Donc il y a une réunion en secret en décembre sur la neige à Montpellier. Voilà, comme les saisons se dérèglent. Vous l'avez remarqué, non? Alors, je l'ai remarqué, oui, il y a des changements, et c'est clair. Alors, la neige à Montpellier, on l'a vécu, Saint-Georges l'a vécu, et moi, dans ma voiture, j'ai transporté des gens, là, tout fait. Et c'est vrai que c'était un chaos à un moment. C'est une des premières fois que ça nous arrivait, et qu'il fallait tirer des leçons de tout ça. Et c'est pour ça que faire une belle réunion pour faire en sorte que ça soit mieux géré. Vous y êtes de cette réunion? Non, j'ai pas été invité. Ou en tout cas, pas encore. Voilà, donc j'ai prévu une trentaine de questions. Ouais. Questions courtes, réponses courtes. Vous lisez La Mouette, pourquoi? Parce que on parle de beaucoup de mes amis, ou parfois de moi, mais beaucoup de mes amis. C'est une façon d'envisager la politique locale qui est faite à votre sauce. Elle est parfois amusante, parfois considérée comme un torchon, hein, vous savez. Et ce qui est étonnant, c'est que je pense que tous mes copains qui font la politique localement, ils sont abonnés. Donc on lit tous La Mouette, parce qu'il y a de l'information. Alors à savoir comment elle est livrée, parfois. Un torchon, ça veut dire quoi? Un torchon, ça veut dire que vous avez une façon parfois de livrer l'information en allant un peu plus loin que la réalité et en regardant les choses qui font en sorte que ça devient croustillant. Voilà, plus croustillant. Donc vous rendez l'information qui parfois est anodine croustillante en rajoutant 2-3 mots qui font qu'on en parle le lendemain tous ensemble. C'est votre définition du torchon, parce que chez certains, ils ont une autre définition. C'est plutôt élégant. Non, on va pas les serviettes. Donc je dis que, mais je dis que certains, donc c'est torchon, moi je dis que je suis abonné et que le mercredi, vous savez que je lis comme tous les copains. Bon, vous en êtes où politiquement? Je suis à droite, je suis au départ délégué départemental d'Alain Juppé pendant les primaires, donc ce qui veut dire que je fais partie de cette droite juppéiste, proche d'Édouard Philippe, d'Alain Juppé. J'ai adhéré à l'UMP en 2002 lorsque l'UMP a été créée, parce que je crois en cette grande droite qui unit toutes les forces de droite, bien sûr pas le Rassemblement national, et donc j'en suis là encore. J'en suis là lorsqu'il a été envisagé à ce que je puisse partir avec des démarcheurs. Pour moi, c'était hors de question, je voulais rester à droite. Donc je suis à droite. D'accord, à droite. Donc oui, Saint-Georges était connu au XIXe siècle avec son heure de gloire pour avoir fourni du vin à la Maison Blanche sur la table de Jefferson. Et aujourd'hui, voilà... Aujourd'hui, Saint-Georges est tombé dans les oubliettes. Heure de gloire qui continue. On est un des meilleurs vins de la région, de notoriété mondiale. On a été élu un des meilleurs vins de France à Chengdu l'an dernier. Non, pas du tout. Ça bouge alors. À fond. Est-ce que vous fournissez les tables de la métropole? Bien sûr qu'il y a des crus Saint-Georges qui sont sur la table de la métropole. Les tables de la métropole, en général, utilisent des vins du coin et Saint-Georges est présent, pratiquement tout le temps. D'accord. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est maire d'un village dont on n'est pas originaire? Comment on a fait pour gagner ces galons? Parce que pour être maire d'un village, il faut aimer ce village et aimer les gens aussi. Et quand je suis arrivé dans ce village il y a maintenant 25 ans, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Il y avait des gens qui n'aimaient pas le village avant? Il y a des gens qui n'en ont rien à faire et moi je l'aime réellement. Ah, vous l'aimez réellement? L'indifférence et l'amour. Ça veut dire quoi, aimer vraiment un village? Aimer vraiment un village, c'est vouloir faire en sorte que les gens s'y trouvent bien et en soient fiers. Donc quand on est fier de son village, ça veut dire qu'on l'aime, et après c'est un sentiment général. Et il y a 25 ans, je me suis dit, il y avait un truc à faire pour que ça marche bien, et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça va pas trop mal. Vous avez complètement restructuré le centre-ville du village. Oui.
Comment qualifiez-vous aujourd'hui le caractère du village? Il est resté, c'est un village qui se situe entre la modernité et la tradition, toujours. C'est notre but et j'ai restructuré le centre du village. Oui, j'ai une augmentation de la population sur les 10 ans qui précède de 1,5%, hein, ce qui est d'ailleurs ce qui est le plus faible taux de croissance de toute la métropole. Certains ont diminué, moi je ne voulais pas diminuer, hein, mais avoir le plus faible taux de croissance. Qui a diminué dans la métropole? 2-3 communes. 2-3 communes, vous verrez, c'est inscrit dans les pages du Midi Libre d'il y a un mois et demi. Ah oui. Ouais. Il faut lire le Midi Libre, vous ne voulez pas nous le dire. Bah, il faut le dire parce que je ne me souviens plus des 3, je n'ai que d'une, et je ne veux pas stigmatiser. C'est pour ça. Et certains ont énormément augmenté, et nous on a une croissance raisonnée. Une croissance faible, très faible, mais voulu. Et de Montpellier, on a l'impression que tous les villages, dont le vôtre, sont gagnés par la promotion immobilière. Alors, dans le vôtre, non, justement pas. Hein, comme je vous dis qu'on a justement 1,5% de la population, c'est qu'en 10 ans de mandat, là, je suis à peu près au 120e logement. Parce que je me souviens un peu à l'arrière du village, ouais. Il y a eu des constructions très importantes, là, presque le long de la voie rapide, non? Non, pas chez nous. C'est peut-être pas chez vous. Non, pas chez nous, les seules productions de 120 logements en 10 ans, ça en fait 12 par an. Ben non. D'accord. Vous avez essayé d'avoir Montpellier Business School? Ah, j'aurais aimé. Comment vous expliquez que vous ayez raté? Parce que la volonté métropolitaine ou la volonté de la chambre régionale, de la chambre d'industrie, a voulu que ça se passe plutôt autour de la gare. On a discuté, ils ont décidé que, et ce qu'ils ont fait, certainement, la meilleure chose à faire, c'est leur job, ils le savent. Mais j'avais mes arguments, ils avaient les leurs en disant que la vie future de la métropole se tirait plutôt au niveau de la gare et de l'aéroport, et c'est pour ça que c'était leur choix. Quels sont les enjeux d'un village comme Saint-Georges aujourd'hui? Faire en sorte que les Saint-Georgiens soient toujours contents d'être Saint-Georgiens. Ils regardent les autres communes en disant on est quand même bien d'être à Saint-Georges. On est très heureux d'y être. Et l'enjeu, c'est continuer à faire en sorte que ce village soit entre tradition et modernité, toujours, tradition et modernité, que le matin il se lève. Et l'enjeu, c'est que justement, ça ne soit pas un village dortoir. Et pour moi, c'est indispensable. J'ai 80 associations, j'ai une vie villageoise qui est intense, tous les week-ends, il se passe des choses. Et les gens vivent à Saint-Georges, non pas simplement pour dormir, mais pour vivre. Vous allez vous représenter en 2020? Oui. Est-ce que vous avez tenté, vous m'avez parlé d'Édouard Philippe, est-ce que vous avez tenté par la Macron-compatibilité pour 2020 ou peut-être d'ici là? Non. Comme je dis clairement, je suis à droite, je reste à droite. C'est difficile d'être un élu républicain, maire et conseiller général en ce moment? Régional. Conseiller régional, ouais. Excusez-moi. Non, c'est pas difficile tant qu'on est rassembleur. Éviter les scissions. Je sais très bien que dans mon groupe, tout le monde ne s'entend pas. Mais moi, je m'entends à tout le monde parce que j'arrive à considérer que si on s'entend, on peut gagner. C'est dans cette union qu'on gagnera. Et les Républicains traversent quand même une mauvaise passe. Une très mauvaise. Moins que le Parti Socialiste, mais très mauvaise passe. Très mauvaise passe, je suis patient. On a tous vécu des Vous attendez que ça se passe, quoi. Bien sûr. Et ça, mauvaise passe. On va se rassembler. À un moment, les électeurs de M. Macron se rendront bien compte que la vision des choses n'est pas ce qu'ils imaginaient et que pour moi, il y a une droite, une gauche, la pensée unique n'existe pas. Donc je suis patient et j'attends que les uns et les autres se rendent compte que la grande droite doit exister, comme la grande gauche aussi. Vous considérez que Macron est à droite ou à gauche? je considère que jusqu'à maintenant, depuis le début de son mandat, je suis satisfait de ce qu'il fait. Je pense que les mecs de gauche ne sont pas obligatoirement satisfaits de ce qu'il fait. Donc il est à droite? Pour l'instant, il a fait une politique de droite. Je pense quand même qu'il va faire en sorte de satisfaire les gens de gauche pour essayer de satisfaire le plus grand nombre. En 2017, en pleine crise Fillon, vous avez dit que vous ne soutiendrez aucun candidat pour les élections législatives. Vous le regrettez? Ah, j'ai pas dit ça comme ça. Aucun candidat pour les élections législatives. Pour les élections législatives, les dernières, oui. Mais j'ai soutenu mon candidat sur la 8e, avec qui j'ai fait du porte-à-porte, et qui était un candidat républicain, qui est un sarkozyste, et qui est Arnaud Julien, que j'ai soutenu de A à Z tout le temps, puisqu'il a été, désigné comme étant le candidat à la 8e. J'étais derrière lui, et j'ai tourné dans les différentes circonscriptions en soutenant toujours les candidats sur. Donc vous avez soutenu les candidats républicains? À fond. D'accord. Et vous étiez pressenti pour prendre la présidence des Républicains dans l'Hérault, et vous n'y êtes pas allé finalement? C'est vrai que ça m'a été demandé. Je crois qu'à un moment, comme je disais, j'ai 3 passions, père, mère, vétérinaire. C'est déjà beaucoup de boulot. Et que si j'étais en plus président, que j'avais été élu, en tout cas je n'aurais pu me présenter, et si jamais j'avais été élu, ça aurait été compliqué à gérer.
je pense qu'il est mieux que d'autres qui sont peut-être mieux organisés le prennent. Voilà, Selon vous, Sébastien Pacul sera-t-il en capacité de remettre de l'ordre dans la famille? Je l'ai soutenu, hein, je l'ai soutenu. D'ailleurs, c'est notre seul candidat, vous le savez. Ça va être très compliqué, il va falloir qu'il travaille beaucoup. C'est un gros bosseur. C'est un gros bosseur et en travaillant, il faut arriver à réunir. Alors lui a sa vision des choses. Justement, ce qui est assez intéressant, c'est que moi j'ai la mienne. Et on n'a pas obligatoirement la même tout le temps. Hein. Il est plutôt sarkozyste et actuellement proche de Laurent Wauquiez. C'est notre président. Pour moi, je suis toujours l'ancien jupéiste et le jupéiste actuel encore dont je parlais, et que justement mon travail c'est d'arriver à travailler avec lui pour tous nous rassembler. Est-ce que ces deux mouvements sont réconciliables aujourd'hui? J'en suis persuadé, c'est pour ça que je continue. D'accord. Et comment faut faire pour les réconcilier? Il faut déjà arriver à s'accepter les uns les autres et faire des concessions, c'est-à-dire que ceux qui sont un peu plus à droite de la droite doivent éventuellement comprendre ce que nous on fait, puis nous qui sommes plus à gauche de la droite, essayer de les entendre pour avoir un programme commun qui soit un peu entre deux. Ça faire des concessions et être conciliant. Montpellier, c'est une des seules villes quand même du Languedoc-Roussillon qui n'est pas aux Républicains. Grande ville, hein, on ne va pas pinailler. Donc c'est vraiment une épine dans les pieds des Républicains. Montpellier, déjà Montpellier a toujours été, vous savez, mieux que moi, une ville de gauche pour le moment. Et les différents mandats successifs des uns et des autres ont montré quand même que c'était une ville qui était plus à gauche qu'à droite. Hein. Et bon, là, ça a toujours été une épine. Comme il y a des villes comme Marseille qui sont à droite. Voilà, comme ça. Enfin, la plupart des villes sont à droite dans la région. Oui, dans la région. Dans le sud de la Sauf France. Montpellier. Sauf Montpellier, qui est resté à gauche avec des gens qui travaillent, qui sont à gauche et qui sont très intelligents et qui arrivent à faire des choses. Hein. Donc c'est pour ça. Bon, après, c'est une gestion municipale, elle peut plaire ou pas plaire, mais Montpellier est bien géré aussi, hein. Comme Marseille aussi, pas besoin de droite. Comment comprenez-vous l'appel du pied d'Arnaud Julien la semaine dernière à Moed Altrad? Je pense que la droite locale se dit qu'il faut trouver le meilleur candidat pour arriver à ses fins, notamment à gérer la ville, et que des candidats, il y en a quelques-uns qui s'annoncent un petit peu. Et Moed Altrad... L'hypothèse Altrad, c'est quelque chose qui vous convient? Ce qui me conviendra, c'est le candidat qui est censé gagner. D'accord? Donc pour l'instant, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Je sais que les uns et les autres en discutent. Moi, Moed Altrad ne m'a jamais dit pour l'instant qu'il voulait se présenter, comme les autres n'ont pas dit, donc on va un petit peu attendre. Hein. Et le meilleur candidat sera celui qu'on mettra en avant pour essayer de gérer la ville et la métropole. D'accord. Vous avez démissionné de l'exécutif métropolitain en 2017. Vous aviez dit que vous regrettiez l'introduction d'une idéologie et de politique partisane dans un établissement public. Oui. J'ai repris vos mots. C'est ça. C'est ça. Vous avez changé d'avis? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vécu une période de vice-présidence tout à fait positive et intéressante et productive. On travaillait très bien dans cet exécutif avec un président métropole qui gérait les choses de manière tout à fait positive. Et puis le fait est, c'est que il a décidé de changer d'avis. Hein. C'est lui, le président, c'est lui qui décide de ce qu'il veut et de faire différemment. C'est pour ça, n'ayant pas adhéré à ça, il était de mon devoir de me mettre de côté. Et pourquoi vous n'avez pas adhéré à ça? J'ai pas adhéré à ça parce que pour moi... Parce que vous êtes Macron compatible et eux ils sont Macron compatibles. Ils vous demandaient ça en fait. C'était pas une question de macronisation, c'était une question de politisation de la métropole et je voulais pas qu'elle soit politisée. On était tous à travailler dans le même sens et pour servir l'intérêt général. Et quand on commence à politiser, il arrive à ce que certains servent des intérêts particuliers et l'intérêt particulier va à l'encontre de l'intérêt général. Donc vous comprenez le groupe des coopératifs? Je comprends le groupe des coopératifs. Alors, oui, je peux comprendre ce groupe de coopératifs, mais pour ma part, comme je suis à la région dans un groupe, là oui, un vrai groupe politique et partisan, je suis anti-groupe au sein de la métropole, c'est pour ça que je n'y ai pas adhéré. D'accord. Selon vous, le président Sourel a-t-il fait une erreur? Il a ses raisons. Il a certainement ses raisons et il m'en a jamais parlé. J'ai cru comprendre à un moment
qui s'est dit que pour continuer dans les meilleures conditions, il devait faire comme ça. Et il est celui qui a les clés, hein. Il sait lui pourquoi il a fait. J'avais l'impression que tout allait bien. J'ai l'impression que maintenant, pour nous en tout cas, ça va un peu moins bien. Peut-être que ça va bien pour lui. Pour qui donc, ça va moins bien? pour nous tous, pour le fonctionnement général de la métropole. Vous savez, on a envie des conseils métropolitains maintenant, qui sont des conseils politisés, et donc obligatoirement... C'est beaucoup plus politisé qu'au début. Il n'y a plus d'attaquation en tout cas, et avant tout ça, on parlait plus de boulot, de projet, c'était consensuel, plutôt que maintenant où on est souvent les uns contre les autres, et le fait d'être les uns contre les autres nous permet de travailler en bonne intelligence. Voilà. Donc, c'était mieux avant. C'était mieux avant. D'accord. Ouais, mieux avant. Mais est-ce que c'est réparable, ça? Le seul qui pourrait le réparer, c'est le président, mais je ne crois pas qu'il en a envie. Je pense que parce que c'est un enfant du village, Philippe Sorel. De Saint-Georges. Oui. Son père a enseigné, hein, voilà. Il a appris à lire à Saint-Georges. On a une proximité, Philippe Sorel a une proximité énorme avec Saint-Georges, et c'est vrai que les Saint-Georgiens sont bien contents quand ils vont venir. Hein. Ouais. Ça se passe bien. Ok, donc en revenant là, sur vos déclarations, là, en octobre 2017, vous avez dit que vous faisiez partie d'un groupe à la région. Même si on dépolitise le débat, la libre parole dans un groupe est toujours très compliquée. Ouais. La voix, alors, les personnes de ce groupe m'ont dit qu'ils avaient la possibilité de s'exprimer comme ils l'entendaient. J'ai quand même l'impression que quand on fait partie d'un groupe, on adhère à une pensée commune, et que si on doit politiser, j'ai du mal à imaginer que je puisse avoir une pensée commune avec René Révol, qui est à l'opposé de l'échiquier politique. On peut parler d'intérêt général local, mais c'est vrai que si on va sur des sujets un peu plus compliqués, j'aurais du mal à avoir ces pensées communes. Voilà. Qu'est-ce qui dysfonctionne à la métropole ? Actuellement par rapport à avant, hein, c'est justement ce fonctionnement politique. Et par rapport à l'époque Moore, c'était moins politisé ? C'était pas politisé à l'époque Moore, comme c'était pas politisé à l'époque Fraîche, et comme c'était pas politisé non plus à l'époque Sorel. Hein. Moi, j'ai fait les 3 présidents, et je me suis senti bien à chaque fois. J'ai été dans l'exécutif assez tôt avec Georges Fraîche, j'ai continué avec M. Moore, et j'ai continué avec M. Sorel, et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Mais cependant, je ne fais plus partie de l'exécutif, il faudra demander à ceux qui en font partie maintenant, peut-être que ça se passe très bien. Et qu'est-ce qui fonctionne bien maintenant ? Ce qui fonctionne bien, c'est que les projets avancent, dans tous les cas ça avance, mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'on a plus de mal à les mettre en œuvre, parce que les intérêts personnels viennent interférer avec le bon fonctionnement, c'est tout. Mais sinon, à part ça, les projets avancent. Hein. Bon, on a parlé plusieurs fois d'une affaire, la Geneviève Barre. Ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Qui avait des terrains réquisitionnés par la mairie pour la création d'une ZAC. Je l'ai souvent lu dans votre journal. C'est là que certains ont pu me dire que c'était un torchon, justement. Et donc, oui. Mais vous savez, quand on défend les petits contre les grands aménageurs, les grands aménageurs, ils sont pas contents. C'est ça le problème. C'était moi qui était interpellé directement par Madame Barre dans vos colonnes. Donc j'ai répondu aussi directement dans vos colonnes, donc, parce que vous me donnez le droit de réponse, donc ça c'est très bien. Et Madame Barre n'est pas une si petite que ça. Hein. Madame Barre est propriétaire d'un grand enclos au centre du village, que l'aménagement fait qu'il est intéressant pour accueillir de nouveaux Saint-Georgiens, ou faire en sorte que les Saint-Georgiens qui vivent actuellement à Saint-Georges puissent y rester, que cette zone soit aménagée. Elle est vide, complètement vide, hein, et que donc j'ai fait en sorte d'imaginer un projet qui permette aux Saint-Georgiens de rester. Alors, satisfaire 6000 Saint-Georgiens et qu'une dame se soit satisfaite, pour moi, il n'y a pas photo. D'accord. Bon, ça s'arrange, là, les affaires de procès, ou ça non. Non, si, ça s'arrange. Parce que le temps arrange tout. Ouais. Bon, alors on va terminer sur les 2 dernières questions. Donc d'abord la question langue de paye. Donc il y a quelques mois, on titrait dans la glorieuse Métropole les mystères de l'Arc Ouest. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de l'Arc Ouest. Donc depuis 2014, les maires des communes autour de Juvignac se réunissent pour des réunions informelles en dehors de la métropole. Et quelles sont les perspectives de cet Arc Ouest ? Dans ces réunions informelles. Aucune perspective politique. Le seul truc, c'est se rencontrer avec
des maires qui ont les mêmes problématiques, à savoir que moi, j'ai plus la même problématique que Murviel, Saussan ou Pignan que peut-être Castries ou Saint-Géniès. On fait partie d'une zone, par exemple, je donne un exemple, tous les matins, on a les mêmes embouteillages avec quand on voit ce qu'on attend, et peut-être que Castries n'a pas les mêmes problématiques. Et le seul intérêt de ces réunions Dark West, c'est se réunir entre maires une fois tous les 2 mois, déjeuner ensemble et avoir une idée des trucs qu'on veut voir avancer tous ensemble, c'est tout. Mais il n'y a aucune pression de quoi que ce soit, il n'y a rien de politique là-dedans. Vous n'avez pas le monopole des embouteillages à Montpellier. Je sais, mais nous on est assez costaud. Demandez le mec de l'Ouest. Non, mais je sais. On va terminer par la question chapeau qui va revenir sur ce sujet-là, justement, je crois. On va voir. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Alors, les entrées de Montpellier Est et surtout Ouest sont préoccupantes, voire catastrophiques. Que recommandez-vous ? Je recommande une chose importante, c'est que les gens puissent se parler et que les engagements soient tenus. À savoir que l'engagement de la métropole était de mettre ce qu'il fallait en œuvre pour que les ouvrages d'art voient le jour. Et la région aussi l'a validé, j'y suis, et j'aimerais que l'engagement de l'État soit réel. Ça nous coûte 240 millions d'euros cette histoire. La ministre du Transport est venue à Montpellier il y a maintenant quelques semaines, et sous la pression et du président de la métropole et de la présidente de la région, a dit que les choses allaient avancer. Donc moi, mon but, c'est que ça avance, et ce que je préconise, c'est que les uns et les autres se parlent pour faire avancer. Et on y est en train d'y arriver. Le fait est, c'est que ça va prendre des années, et je regrette qu'on ait des constructions sans arrêt à faire du Philippel, du Pénal, du Scott, même si on les maîtrise, on a une pression urbanistique qui est importante. Et pour moi, la pression urbanistique, on peut la gérer qu'à partir du moment où on permet aux gens de circuler. Et si on ne permet pas aux gens de circuler, on les enferme chez eux. Et ça, on le sait tous les matins sur l'Arc Ouest. Donc, pour désenclaver, que les collectivités se parlent, c'est en train de se faire, et que l'État s'engage. Parce qu'on a vraiment besoin d'eux, pour une bonne raison, c'est que ce sont les plus riches. Et on a des échéances là sur la construction de on nous a parlé de 7 à 8 ans, et je fais tout pour que ce soit plutôt du 15 à 20 ans, quoi. Non, du 4 ans, mais il faut justement qu'on gagne. Donc c'est la pression tout le temps. J'ai même émis des réserves sur le Scott en disant, les gars, c'est très bien de lotir, mais il faut que ça agisse. Et donc je sais que maintenant, avec des pressions locales, que ce soit de la métropole ou la région, l'État a entendu. Les travaux vont commencer quand ? Ils sont attendus, là, les études ont commencé, donc ce qui veut dire, je pense que dans l'année qui suit, ou avant 2020, on aura les prémices. Très bien, et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.